Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, serait pressenti pour remplacer Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid en cas de licenciement de l'Espagnol. C'est complètement fou. Alors qu'on parlait de Jürgen Klopp, on parlait de Zinedine Zidane, et c'est le père à Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, qui serait pressenti pour remplacer Xabi Alonso sur le banc en cas de licenciement de l'Espagnol. C'est Kylian Mbappé qui aurait demandé à Florentino Pérez de très clairement introniser son père comme coach. Aux yeux de Mbappé, c'est le seul qui peut ramener le Real Madrid au sommet. Et très clairement, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Wilfried Mbappé, frère, il a aucune expérience en tant qu'entraîneur. Bon, après tu me diras, t'as plus rien à perdre. Vu la qualité de jeu du Real Madrid en ce moment, il peut pas faire pire que les Xabi Alonso et compagnie. Ça veut dire que Zinedine Zidane va aller entraîner l'équipe de France. Jürgen Klopp a dit hier à la presse qu'il ne voulait pas retrouver une équipe. En tout cas, Wilfried Mbappé est pressenti pour remplacer Xabi Alonso en cas de licenciement de l'entraîneur espagnol dans les prochains jours. Mes chers madridistas, aujourd'hui a eu lieu le dernier entraînement du Real Madrid avant d'affronter Talavera demain en Coupe du Roi. Et donc on va essayer de faire un petit point sur les absents du jour, ainsi que les potentiels jeunes du Castilla que Xabi Alonso pourrait convoquer pour le match de demain. Et on va essayer de terminer la vidéo sur quelques extraits d'entraînement, comme ça je vous fais kiffer aussi. Alors pour commencer, voici la liste des quelques absents pour le match de demain. Alors pour commencer, Mbappé, Carvajal, Militao, Trent, Valverde, Ceballos, Camavinga, Brahim sont les absents du jour. Par contre, on a un retour de David Alaba. Sans oublier, je crois qu'il y a eu Rudiger qui est absent, je pense qu'ils ont oublié de le mentionner. Donc voilà. Et pour ceux qui vont se demander pourquoi Mbappé et Valverde sont absents, je pense tout simplement que Xabi Alonso a décidé de leur accorder du repos, parce que je pense que Mbappé et Valverde sont les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu depuis le début de saison. Et ça, en vrai, on le disait depuis un petit moment. Pour ceux qui disaient, ouais, Mbappé, il joue tout le temps, ouais, quand est-ce qu'on verra les jeunes? Je vous l'avais déjà dit en début de saison, les jeunes, on les verra un peu plus en Coupe du Roi. Et au passage, voici une petite liste des jeunes du Castilla que Xabi Alonso pourrait appeler demain. Alors, on aura Sestero, Thiago Pitarch, Fran González, David Jiménez, Juan Martinez et Valdepeñas. Alors, Sestero, c'est un milieu de terrain, Thiago Pitarch, c'est un milieu de terrain, Fran González, je crois que c'est un gardien, David Jiménez, du peu que je sais, si je dis pas de conneries, il joue défenseur droit. Donc, il y a moins que ce soit lui qui débute à droite. Juan Martinez, défenseur central, et Valdepeñas, qui est normalement défenseur central, mais qui peut débuter à gauche. Donc voilà. Et au passage, il y a moyen que l'Union joue le match de demain. Voilà. Maintenant, on va essayer de terminer la vidéo sur quelques extraits d'entraînement. Pour commencer, on a Vinicius Junior qui est chill. Voilà, tac tac. Tranquille, hein. Il n'y a pas grand chose à voir, Vinicius, c'est bon, il touche la balle, c'est cool. Par contre, cette vidéo m'a bien fait rire. Xabi Alonso, les gars, là, vous voyez que vous allez voir, il joue avec l'équipe un tout petit peu, il fait le taureau avec l'équipe. Et j'ai l'impression que Xabi Alonso, il met plus d'intensité que certains de nos joueurs. Ah, intensité directe. Hey, vous avez vu le petit coup d'épaule, bam, petit coup d'épaule à Tchouaméni. Et pour finir, Vinicius Junior qui va lâcher dans le taureau, là, il va lâcher une passe compliquée à Xabi Alonso, qui lui n'arrivera pas à contrôler. C'est quand même rare de voir Xabi Alonso ne pas contrôler un ballon, mais bref. Mais sinon, voilà, je vais pas tout vous mettre non plus. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso, parce que là, il est en train de la donner, la conférence de presse. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Les amis, imaginez-vous la scène. C'est le repas de Noël à Madrid, festivités, convivialité. C'est l'événement parfait pour oublier que le Barça, avec un mercato de 27 millions, est premier du championnat devant le Real de Mbappé, Bellingham, etc. Mais Florentino Pérez a choisi de parler du Barça et de l'affaire Negreira. Bon, après, je vous dis ça, mais j'étais le premier naïf dans l'histoire. J'ai vraiment cru qu'il allait parler de tous les trophées gagnés depuis qu'Mbappé est arrivé, de l'énorme quantité d'argent qu'il a fait perdre au club à cause de son nouveau stade, et qu'il allait expliquer pourquoi il doit vendre 10% du club pour sauver les finances. Au minimum, je pensais qu'il allait s'excuser d'avoir inventé 20 000 socios pour truquer les votes pendant toutes ces années de mandat. Mais non, au lieu de ça, il a préféré proférer des mensonges, et j'insiste sur ça, des mensonges, pour créer de la polémique et faire parler d'autre chose que de ses résultats. Et c'est parti, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Lors de ce déjeuner, Florentino Pérez a qualifié l'affaire Negreira comme étant le plus gros scandale de l'histoire du football espagnol. Il insiste sur la passivité des institutions, la Liga, la Fédération et la justice espagnole. Il insiste sur le fait que seul le Real Madrid agit dans cette affaire et regrette que le Real Madrid soit les seuls à vouloir que justice soit faite. Sauf que là, on vient de commencer et il ment déjà. Le problème, c'est que Javier Tebas ne laisse pas passer ce mensonge et rappelle à Florentino Pérez une règle très simple dans le monde de la justice. Dans une procédure judiciaire, on ne choisit pas son moment pour intervenir, on suit un ordre précis. Le premier à intervenir, c'est le procureur. Ensuite, on a l'avocat d'Estrada Fernandez, c'est le membre de la fédération qui a porté plainte. Par la suite, on a la Liga et ce n'est qu'en dernier lieu que le Real Madrid intervient. Pourquoi le Real Madrid est en dernier? Eh bien, tout simplement parce que le Real Madrid, comme le dit Javier Tebas, a été passif pendant très longtemps et n'a intégré
intégré la procédure judiciaire que le 12 décembre 2025, soit bien longtemps après les autres. D'ailleurs, Javier Tebas va encore plus loin. Il explique que l'avocat du Real Madrid a été interrompu par la juge car toutes les questions qu'il a posées à Laporta ont déjà toutes été posées par le procureur. Ça, c'est le deuxième mensonge parce que lui et son journal Marca ont affirmé que l'avocat du Real Madrid a été censuré par la juge, qu'il avait été coupé dans son interrogatoire. D'ailleurs, l'interrogatoire de Laporta n'a pas mis longtemps à fuiter. On a une vidéo de 54 minutes où on voit Laporta être interrogé, d'abord par le procureur pendant 19 minutes et par la suite on a l'avocat du Real Madrid qui l'interroge pendant 15 minutes. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de la vidéo dans mon canal TikTok, le lien est en bio. Pour finir, Javier Tebas dit que parler de passivité, c'est un gros manque de respect pour ceux qui savent comment fonctionne un tribunal. Il conclut en ajoutant que l'attitude de Florentino Pérez, ce n'est pas de l'indignation, c'est du théâtre. Surtout que Florentino Pérez n'a pas choisi ce moment au hasard. Il parle pendant un repas de Noël dans lequel sont invités tous les médias. Cet événement devient donc sa tribune, il impose un narratif clair pour tout simplement imposer sa version de l'histoire. Il envoie aussi par la même occasion un message à tous ceux qui veulent garder leur poste dans l'écosystème médiatique dans le football espagnol. Clairement, là, il vient de donner toutes les directives à tous les médias, que ce soit radio, plateau télé, etc. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On continuera dans une prochaine où on va décortiquer un peu plus son narratif. D'ici là, portez-vous bien et Visca Barça. Lors du repas de Noël, Florentino Pérez a déclaré que le Real Madrid n'était pas le seul club à être lésé par l'affaire Negreira. Plusieurs clubs ont pu être relégués à cause de Negreira. La vérité, c'est que juridiquement, cette affirmation pose un gros problème. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. En justice, on peut pas demander à quelqu'un de prouver que quelque chose n'est jamais arrivé pendant 20 ans. Ici, ça serait demander au FC Barcelone de prouver que pendant 20 ans, aucune saison n'a été corrompue, aucun match n'a été influencé ou qu'aucun club n'a été pénalisé. Ou comme l'affirme Florentino Pérez, qu'aucun club n'a été relégué en deuxième division à cause du lien entre Barcelone et Negreira. La loi est simple, c'est à celui qui accuse d'apporter les preuves et non l'inverse. Et ça, Florentino Pérez, il le sait très bien. Il profite juste du fait que ceux qui le vénèrent, ceux qui rêvent que la période de gloire du FC Barcelone disparaisse de l'histoire, ignorent totalement comment se passe un procès. La vérité, c'est que le fait d'avoir payé Negreira, aussi critiquable que ce soit, ne suffit pas juridiquement parlant pour établir qu'il y a eu corruption sportive. Il faut le prouver, que ce soit par une intention claire de corrompre, apporter des décisions arbitrales précises et démontrer son impact réel sur le classement. Sans ça, aucune condamnation n'est possible et ça, Florentino Pérez le sait très bien. D'ailleurs, il nous vend un rapport qu'il doit envoyer à la FIFA depuis des mois. On attend toujours qu'il soit fini. Personnellement, j'y crois absolument pas à ce rapport, mais soit, même s'il y a un rapport, j'espère qu'il y a tout ça dedans parce que sinon, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, Miguel Galán, dans son compte X, fait un parallèle hyper intéressant. Au Real Madrid, Carlos Davila, ancien arbitre de première division, est maintenant délégué de terrain du Real Madrid. Son épouse, Yolanda Parga, est responsable de l'arbitrage féminin en Espagne, mais depuis peu, elle gère la formation de l'arbitrage masculin. Elle est même à l'origine de l'évaluation de pas mal d'arbitres masculins et contribue à leur montée en première division. À l'heure où on parle, tous ceux qui suivent de près ou de loin le football espagnol estiment qu'on a là un flagrant conflit d'intérêts. Mais personne ne peut sérieusement exiger du Real Madrid de prouver que Davila n'a jamais influencé une décision arbitrale ou provoqué une relégation d'un arbitre par le biais de sa femme. Même si moi j'ai de sérieux doutes et j'en suis totalement convaincu. Il n'y a qu'à voir la façon dont il a été s'adresser à l'arbitre lors du match Real Madrid-Celta Vigo. Et je dois avouer qu'avoir le mari de la responsable de l'arbitrage dans son camp en tant que délégué, ça veut dire en lien direct avec les arbitres pendant le match, c'est très pratique pour mettre la pression. Et quand ils ne font pas le boulot attendu, il n'y a qu'à aller les voir en personne pour leur dire à qui ils ont affaire. Bref, en justice, on ne condamne pas sur des soupçons, on n'oblige pas également l'accusé d'apporter des preuves irréalisables. Celui qui accuse doit prouver, le reste c'est que de la propagande. D'ailleurs, et je finirai sur ça, ça serait extrêmement facile pour le Real Madrid d'apporter des preuves de corruption contre le Barça à la base. Ils ont dénombré plus de 200 arbitres qui ont arbitré en première division pendant l'ère Negreira. Il faudrait juste un seul mec qui avoue avoir subi des pressions, pas forcément qu'il ait corrompu quoi que ce soit, mais dire qu'on l'a obligé à prendre des décisions pour le Barça et ça suffirait largement, un seul arbitre sur plus de 200. Pourtant, aussi simple que ça l'est, le Real Madrid n'arrive toujours pas à avoir ce genre de témoignage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Javier Tebas a voulu fabriquer des preuves de toutes pièces contre le Barça, parce qu'il sait très bien que rien ne justifie de telles accusations. Bref, affaire à suivre d'ici là, Visca Barça. L'actu foot côté Real, on se marche matin. C'est parti. On commence avec l'effectif. Apparemment, il y a eu du changement. L'équipe est plus soudée que jamais, surtout niveau vestiaire. Et je sais pas vous, mais en tout cas sur le terrain, on voit qu'il y a eu des changements pour certains joueurs. Demain, c'est le retour de la Coupe du Roi. Lunin sera titulaire. En parlant de titularisation, vous ne le connaissez pas, il s'appelle David Jiménez. Tout indique que lui aussi sera titulaire en tant qu'arrière droit. Victor Valdepeñas aussi sera à nouveau titulaire, soit en tant qu'arrière gauche ou en tant que défenseur central. Faut pas oublier que lui peut faire les deux postes. Surtout que Carreras, il peut jouer, même Enrique aussi, sachant que les deux matchs de suspension, c'est que en Liga. Plus de ça, dans la logique des choses, les 6 là, ils seront dans l'effectif. On a Franck González, Juan Martínez, Victor Valdepeñas, David Jiménez, Thiago Pitach, ils s'esteront. En tout cas, j'espère que au moins 3 ou 4 de ces jeunes-là auront du temps de jeu. On a Enzo Alves, donc le fils de Marcelo, qui est appelé par Arbeloa pour l'équipe de la Castilla, sachant qu'ils vont jouer une coupe face à City. On verra s'il aura du temps de jeu.
Rodrigo qui a changé, il était chez Nike, maintenant il est venu chez Adidas. On regarde un peu le côté mercato, on commence avec le départ. Le Real sont prêts à écouter des offres concernant Camavinga. Ils trouvent que Camavinga il se blesse beaucoup. Donc c'est pas un joueur fiable. Toujours côté départ, Alaba, Irougier sont ciblés par Galatasaray. Je sais pas, hein, les Turcs, moi si vous voulez, appelez-moi. Je vais vous aider. Hein. Je vais vous aider à faire leur valise. Hein. Si on reste toujours côté départ, on a Ceballos qui est pisté toujours par Betis Séville. Peut-être un départ dès le mois de janvier. Donc s'il y a départ de Ceballos et départ de Camavinga, c'est sûr qu'il y aura des arrivées. Donc voilà, Kobe Mainoo, même pendant l'été, on a entendu parler, on verra bien. Apparemment, même Diogo Dalot est pisté par le Real. Mais à moi, ce profil-là, je sais pas vous, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et on a toujours Varton, ça parle. Mais il faut le ramener. Le petit là, il est beau. Il a un pied gauche magnifique. Et on termine avec Tonton Pérez qui indique que le plus gros souci actuellement du Real, c'est les situations avec les arbitres. Ça va chauffer. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se marche matin. Quelques news du Real Madrid au lendemain de la victoire contre Alaves. Déjà, on apprend que Hendrik et Carreras pourraient jouer contre Talavera parce qu'ils sont suspendus en Liga et donc seront suspendus pour le dernier match face à Séville de l'année. Mais ils pourront jouer en Coupe du Roi tout naturellement. Et à préciser, les gars, que ce sera peut-être le dernier match de Hendrik sous les couleurs du Real Madrid pour la saison 25-26 parce qu'il devrait partir en prêt du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce sera aussi l'occasion pour Lunin d'être au but et donc d'être titulaire, lui qui n'est pas souvent titulaire parce que Thibaut Courtois est devant lui. En Coupe du Roi, il pourra être titulaire. On apprend aussi que le vestiaire adhère totalement à Xabi Alonso. L'atmosphère tendue d'il y a quelques semaines s'est nettement améliorée. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, mais trop tard. Tant mieux, mais trop tard parce que maintenant, les plans de Xabi Alonso, il est tout le temps sur la sellette. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il ne peut pas travailler sereinement. Ça aurait dû être comme ça dès le mois de juin, voire le mois d'août. Maintenant, c'est trop tard. Et une autre info qui est quand même réelle, le Real Madrid est préoccupé par le mauvais jeu de l'équipe et le manque de solutions. Et ça, pour être honnête, il n'y a pas que le Real Madrid qui est préoccupé. J'ai envie de dire, on est tous préoccupés par ça. Comment on voit le Real Madrid hier, la meilleure équipe sur le terrain, c'était Alaves. L'équipe qui faisait le plus de jeux, c'était Alaves. L'équipe qui avait la possession, c'était Alaves. L'équipe qui faisait des circuits de passe, c'était Alaves. Comment c'est possible? Et pour finir, Brahim Diaz va rejoindre le Maroc. Si Brahim Diaz va jusqu'au bout de la compétition avec le Maroc, c'est-à-dire en finale, il devrait louper 5 games avec le Real Madrid. Est-ce que vous croyez Vinicius quand il dit ça? Vinicius aurait expliqué à ses coéquipiers que sa baisse de régime, son niveau éclaté au sol, c'est dû à sa condition physique. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Est-ce que vous le croyez vraiment quand il dit ça à Vinicius? Pérez a apparemment compris ses arguments et il estime qu'il y a un problème dans la gestion de la condition physique au Real Madrid. Après, j'ai envie de dire, quand Pintus il était là, on n'avait jamais ce genre de problème. On n'avait pas des joueurs comme Vinicius qui remettent leur niveau éclaté au sol à la condition physique. Xabi Alonso, il est venu, il a ramené toute son équipe avec lui. Ils ont viré toute l'ancienne équipe de Carlo Ancelotti. Du coup, ça serait à cause du nouveau préparateur physique que Vinicius est nul. Moi, je pense que Vinicius, le problème, c'est pas physiquement, c'est plus mentalement. On sait tous, j'ai pas trop envie de le dire parce que sinon les Mbappé sexuels vont venir marceler. Mais quand Mbappé est venu, Vinicius a changé, c'est un fait. Vinicius s'est senti oppressé, Vinicius s'est senti en danger. Pas en danger de perdre son côté gauche, parce que Vinicius, on sait tous qu'il restera sur son côté gauche, mais plus en danger de perdre son titre de numéro 1 du Real Madrid. Qu'il a perdu d'ailleurs, parce que maintenant, Mbappé, on le sait tous, c'est le numéro 1 du Real Madrid. Et je pense que c'est plus à cause de ça que son niveau est éclaté au sol qu'à une condition physique. Plus quand on voit les entraînements de Xabi Alonso, où il accentue le pressing, où il accentue les courses, je pense que c'est pas du tout la condition physique, là, le problème. Bref, en tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Et si vous voulez qu'on revienne en bonne condition physique pour que Vinicius redevienne fort, bah ramenez Pintus au pire. Les gars, je suis obligé de revenir là-dessus parce que Mbappé, il est arrivé 5e pour l'instant dans le classement des meilleurs buteurs sur une année civile au 21e siècle avec 62 buts sur 64 matchs, un ratio de 0,97. Il est 5e dans le classement, mais c'est le 4e joueur dans la liste parce que Ronaldo y est 2 fois avant lui. Et il y est aussi 2 fois après, enfin bon bref. Et en fait, quand j'ai vu 62, je me dis bon bah c'est bien, voilà, on sait tous que bon ces mecs ils sont encore très loin de Messi. Mais là où c'est encore plus fou, c'est quand je regarde les matchs. Parce que là, il a 64 matchs, 62 buts. Messi, il a 69 matchs, 91 buts. Ça veut dire, Mbappé, il lui manque 5 matchs pour atteindre les 91 buts. Alors, je pense que, en fait, peut-être la connexion, elle est mauvaise. Peut-être tes écouteurs ou ton haut-parleur, je sais pas ce que tu fais, je sais pas avec quoi tu m'écoutes, mais peut-être que c'est mauvais, c'est pas une bonne qualité, donc peut-être que je dois répéter parce que peut-être t'as pas saisi. Parce que là si t'es pas parti éteindre ton téléphone et aller dormir, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as pas compris ce que j'ai dit.
J'ai dit Mbappé, qui actuellement fait une année de fou en termes de statistiques pures, en termes de buts purs. Voilà, vous n'avez même pas le terme pur dans le foot, je vais en rajouter. Il lui faut 5 matchs de plus et quasiment 30 buts et 29 buts. Il doit mettre 29 buts en 5 matchs s'il veut. Ah, Si c'est eux les cracks de la nouvelle génération du football, le football est terminé. Ça fait longtemps que j'entends des gens autour de moi dire Arda Güler ne sera jamais le crack ultime, Bellingham pareil. Mais au final, en fait, je commence à croire que vous avez totalement raison. Arda Güler, peut-être que ce serait dû à un manque d'intensité, à un manque de physique. Jude Bellingham, ce serait carrément un manque mental. Il a besoin d'être la superstar, il a besoin que ça tourne autour de lui. Sauf que mon pote, aujourd'hui, t'es au Real Madrid. Au Real Madrid, ça tournera jamais autour de toi. Le problème avec Jude Bellingham, c'est qu'il adore les caméras. Il veut que ce soit tout le temps fixé sur lui. Mais mon pote, t'es milieu de terrain. T'as dû les voir, les Modric, Kroos. Est-ce que les caméras, elles étaient sur eux? Pas du tout. Contente-toi de faire ton boulot et fais-le bien. Et Arda Güler, toi, va falloir que tu retrouves tes notions tactiques, tes notions techniques. On dirait qu'il a perdu le pied qu'il avait en début de saison. Il avait un pied fantastique, il n'envoyait que des caviars. En fait, tout ça, c'est peut-être juste un manque de confiance. Il n'a pas confiance en lui. Et peut-être que je vous dis ça et je vais le regretter parce que je sais que ces deux joueurs-là, ils ont un talent de fou et c'est ce qui m'énerve le plus au fond de moi. Parce que eux, dans un Real Madrid qui tourne, je pense qu'ils peuvent faire partie des meilleurs milieux de terrain. Mais là, quand je les vois, c'est loin d'être le cas. Le problème, surtout pour lui, ils se sentent déjà arrivés. Ils pensent que c'est déjà les meilleurs milieux de terrain du monde. Non, ce n'est pas le cas. T'as encore beaucoup de boulot et t'as que 20 ans, donc tu vas devoir continuer à bosser longtemps et longtemps. Les actus mercato du mardi 16 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Christopher Nkunku. D'après Tuto Sport, les gars, il pourrait déjà quitter l'AC Milan, club qu'il a rejoint l'été dernier. Mais Nkunku pourrait déjà quitter cette équipe milanaise, donc Pini Zahavi. Donc son agent sonde actuellement le marché. Les clubs saoudiens pourraient être les seuls à pouvoir s'offrir les services, bien sûr, du joueur français. Toujours avec l'équipe de l'AC Milan, donc Nkunku pourrait partir, mais Niklas Füllkrug, donc l'attaquant allemand de West Ham, lui pourrait débarquer. Les Rossoneri ont déjà débuté les négociations avec West Ham. Le joueur a reçu d'autres offres, mais donne la priorité pour l'instant à l'équipe de l'AC Milan. Des nouvelles également concernant Marc Guy, joueur très intéressant. C'est le capitaine, bien sûr, de Palace, mais c'est un joueur qui est en fin de contrat dans 7 mois, le 30 juin prochain. Et Manchester City, les gars, va tout faire son possible pour s'offrir le joueur. Dogué est dans le viseur de City. Le défenseur de Crystal Palace est désormais une cible prioritaire des Citizens, alors que les Sky Blues préparent une refonte majeure de leur défense lors du prochain mercato estival. Et on finit aujourd'hui avec Brendan Rodgers, ancien entraîneur par exemple de Liverpool, va devenir le nouvel entraîneur d'Al-Qadsiya. Donc c'est une équipe saoudienne. Le technicien nord-irlandais ira prochainement en Arabie Saoudite pour finaliser bien sûr les discussions.